Voilà. C'est l'heure de la première table ronde. Les défis face à nous sont considérables. Lutte contre le chômage, désendettement, prolifération des armes à feu, éducation, santé, besoin d'encadrement, développement, intelligence artificielle, violence, injustice sociale. La liste est trop longue. J'appelle pour mener ce débat Juliette Méadel, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'aide aux victimes, à la tête aujourd'hui fondatrice de L'Avenir n'attend pas. Juliette, rejoignez-moi. Alors, les invités de Juliette Méadel qui va mener le débat à ma place, tant mieux, c'est Romina Guarini, conseillère et coordinatrice de l'Initiative pour une croissance inclusive à l'OCDE, Jean-Louis Chaussade, le directeur général de Suez, Axel Daucher, fondateur, directeur général Make.org, Fadi Gandour, président et directeur exécutif du groupe WAMDA, Alexandre Mars, président et fondateur de la Fondation EPIC, et Jean Todt, le président de la Fédération internationale de l'automobile. À vous, Juliette, bon débat, bonne chance, c'est parti. Merci Jean-François, cher Jacques Attali, cher Richard Attias, merci pour cette invitation à contribuer et à nous engager dans cette révolution positive. Alors la France, au fond, c'est le pays où on aime bien la révolution. Nous avions élu un président de la République qui avait dit « le changement c'est maintenant ». Notre président actuel a écrit son fameux livre qui s'appelle « Révolution ». Et donc, il est tout naturel qu'aujourd'hui, 3 mois après cette élection présidentielle, nous soyons tous réunis ici pour pousser cette révolution que nous voulons positive. Et que nous voulons positive parce qu'après tout, la révolution, ça n'est pas forcément du cri et des larmes. Ça peut aussi être une révolution heureuse. Ça peut aussi être une révolution utile. Et toute la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que cette révolution heureuse et utile devient urgente. Et c'est cette urgence qui nous conduit à réfléchir maintenant à comment accélérer la révolution positive. Autrement dit, nous n'avons plus le choix. Alors je l'ai vécu de l'intérieur quand j'étais secrétaire d'État auprès du Premier ministre, où je m'occupais d'un sujet pas très heureux, puisqu'il s'agissait des victimes de terrorisme, d'accidents collectifs, de catastrophes naturelles. Et au fond, je me suis aperçue que, y compris dans ces situations tragiques, le politique peut faire plein de choses. Et on peut reconstruire l'envie de vivre. Quand vous êtes face à des personnes qui ont tout perdu, l'action publique peut aider. Seulement, je n'étais pas seule, et heureusement, et j'ai engagé ce travail avec les associations, les personnalités de la société civile, les acteurs, les victimes elles-mêmes. Autrement dit, pour engager la révolution positive, le politique ne peut plus agir seul. Et c'est même, à mon sens, la meilleure manière de faire accepter des décisions qui sont parfois impopulaires, c'est de travailler ensemble, c'est de prendre des décisions avec les personnes qui sont concernées par ces décisions, ce qui est aussi une façon de leur faire endosser une part de cette responsabilité dans la décision. Et c'est la raison pour laquelle nous allons travailler maintenant dans cette table ronde avec l'ensemble des intervenants que je vais vous présenter, qui sont autour de moi, qui chacun va dire ce qu'est pour lui cette révolution positive. Et chacun vous dira aussi comment on peut accélérer cette révolution positive. Je vous donnerai pour ma part quelques orientations et quelques lignes. Moi, je crois aujourd'hui que la révolution positive qui concerne le politique, c'est d'abord une révolution démocratique. Elle s'appuie sur 2 choses. D'abord, la capacité à prendre des bonnes décisions. Et les bonnes décisions, c'est les décisions qui sont prises au bon moment. Au bon moment, c'est en réalité en anticipation. Et c'est donc des décisions qu'il faut prendre en considérant le long terme. Deuxième chose, une bonne décision, c'est une décision partagée. Donc il faut accepter pour le politique de partager le pouvoir. C'est ce que nous faisons ici, puisque chacun d'entre vous est un acteur de la révolution positive, et que pour que ça marche, il faut que nous, responsables politiques, nous partagions le pouvoir. Autrement dit, il faut faire prévaloir l'horizontalité, la transversalité, le dialogue, l'humilité, et se dire que, évidemment, ensemble, nous sommes plus utiles que tout seuls, mais se dire aussi que partager le pouvoir, c'est un long apprentissage qui nécessite aussi du travail et probablement beaucoup d'humilité. Enfin, et dernier point, avant de donner la parole aux intervenants,
Je crois que la bonne décision dans un monde globalisé, c'est une décision partagée à l'international, c'est une décision multilatérale. Et sans transition, je vais donc passer la parole à Romina Bouarini, qui est conseillère auprès du secrétaire général de l'OCDE et qui a travaillé de près, juste après notamment la crise des subprimes, sur le multilatéralisme et qui vous montrera comment, par le multilatéralisme, on est capable de faire face à une crise et comment on peut ainsi participer à la révolution positive. Merci. Bonjour, bon après-midi à tout le monde. Et je vais commencer mon intervention en reprenant les mots de Juliette sur la question du partage du pouvoir, parce que la révolution positive, pour le CDE, c'est la révolution de la croissance inclusive. Et Madame la maire, tout à l'heure, a parlé des croissances inclusives, donc elle m'a beaucoup facilité la tâche, je ne vais pas revenir là-dessus. Je vais juste dire, la croissance inclusive pour le CDE, c'est justement partager les pouvoirs, c'est-à-dire donner à tout le monde, à tous les citoyens, à tous les individus, la possibilité de croître. Donc, la possibilité de participer à cette croissance, mais aussi la possibilité de tirer bénéfice de cette croissance. Alors, évidemment, l'OCDE, c'est un organisme international, donc nous travaillons avec les pays, avec tous les acteurs, pour une gouvernance globale. Donc, je dirais, la chose sur laquelle on insiste beaucoup, c'est justement cette idée que dans une économie, dans un monde interdépendant, l'humanité peut progresser uniquement si on passe par des solutions multilatérales. Donc, je vais vous donner un exemple, effectivement, qui, lui, s'inscrit dans les cadres, en fait, des décisions très urgentes qui ont été prises après la crise financière. Donc, ça a commencé avec une crise financière, c'est devenu une crise économique et ensuite une crise politique. Donc là, à cette époque, le CDE a décidé de mettre en place une initiative multilatérale pour lutter contre les pratiques d'optimisation fiscale. Et je pense que vous avez tous entendu parler de cette initiative, on l'appelle BEPS. C'est l'idée, en fait, de lutter contre l'érosion de la base d'imposition due justement à ce genre de pratiques qui simplement sont dues au fait que les pays, les juridictions n'ont pas forcément la même réglementation, ils n'ont pas les mêmes standards fiscaux en fait. Et donc il est possible en fait de maximiser des profits, mais évidemment cela veut dire pour les États de perdre des recettes importantes, justement, des recettes qui peuvent être utilisées pour investir en croissance positive. Donc, en 2012, l'OCDE a commencé à créer ce qu'on appelle un cadre inclusif, c'est-à-dire à réunir un nombre important de pays, pas simplement les pays de l'OCDE, mais tous les pays partenaires. Donc, en fait, on parle aujourd'hui de plus de 100 pays signataires de cette convention. Et donc, on les a mis autour d'une table et on leur a fait signer une convention. Donc, une convention qui est la même pour tout le monde. Donc, c'est vraiment l'idée de la promotion de standards globaux et d'arriver, en fait, dans une convergence des standards. Donc, aujourd'hui, ceci est signé et aujourd'hui, on commence un processus qui peut engendrer, en fait, la recouverte de recettes fiscales très importantes. On parle aujourd'hui de quelque chose comme 100 milliards, entre 100 milliards et 240 milliards de dollars que les États perdent chaque année, justement, du fait de ces pratiques d'optimisation fiscale. Donc on peut en fait récupérer cet argent et comme je disais tout à l'heure, on peut le réinvestir. Donc nous concrètement, évidemment, on aborde aussi la question de la croissance inclusive en donnant des suggestions, des recommandations à nos pays membres. Et là, typiquement, une des actions en fait qu'on essaye de pousser les plus, c'est l'idée évidemment de l'éducation. Et là aussi, je reviens en fait sur les propos que Bruno Le Maire faisait au début de cet après-midi quand il disait vraiment l'action plus importante, c'est l'action éducative. Donc l'OCDE évidemment est très d'accord avec cette proposition et on insiste encore plus sur l'éducation, non seulement les primaires. Les primaires, c'est déjà trop tard. Donc, on revient sur l'idée de l'anticipation, du moment, de l'urgence. Donc, c'est tout de suite, en fait. C'est la petite enfance. On sait aujourd'hui, les études nous montrent que c'est à la petite enfance que ça se passe. C'est à ce moment-là, en fait, que les individus développent les potentiels de réussite, développent ces potentiels de croissance inclusive, de développement, d'épanouissement au niveau de la personne et de la société tout entière. Donc, c'est au niveau de la petite enfance qu'il faut agir. Et il faut agir avec des méthodes nouvelles. Donc, ce qu'on est en train de promouvoir, ce n'est pas simplement des activités pédagogiques classiques, des politiques éducatives classiques, mais c'est aussi l'idée, par exemple, d'intégrer dans ces nouvelles politiques tout ce qu'on appelle compétences socio-émotionnelles, les compétences culturelles, les vivre ensemble. C'est des choses qu'il faut apprendre aux enfants entre 0 et 3 ans. On ne peut pas commencer quand les enfants ont 6 ans, il faut commencer beaucoup plus tôt. Donc, une action concrète, ciblée aussi,
parce qu'on sait aussi que ces genres de compétences font défaut, ou en tout cas sont beaucoup plus fragiles dans certains milieux, dans les milieux plus défavorisés. Et donc la croissance inclusive, c'est aussi une croissance qui agit dans certains groupes de la population plus en particulier. Merci beaucoup, Romina, pour cette présentation très courte et très pertinente. En complément de votre approche, qui on voit bien est l'approche à la fois multilatérale et qui pointe des concepts fins comme la croissance inclusive, je vais maintenant donner la parole à Jean-Louis Chaussade. Vous êtes directeur général de Suez. Comme vous le savez, c'est un groupe qui s'occupe en France et à l'international de deux secteurs clés que sont évidemment l'eau et les déchets. Vous pilotez aujourd'hui un certain nombre d'alliances, dont celle sur l'économie circulaire au sein de la FEP, et vous êtes évidemment au sein du comité France-Chine. Comment vous réussissez dans vos activités à mobiliser, à stimuler cette révolution positive, et comment faut-il l'accélérer? Alors, chez nous, la révolution positive, elle a en fait deux versants. Le premier, c'est celui des ressources. Nous, on appelle ça la révolution des ressources. Imaginez que le monde de demain, qui est un monde à 9 milliards ou 10 milliards d'habitants, pourra continuer à consommer des ressources, qu'elles soient minérales, qu'elles soient agricoles, que ce soit de l'eau, au rythme auquel nous les consommons actuellement, est à mon avis un rêve utopique impossible. Et donc il faut commencer à apprendre à vivre différemment. Et dans la révolution de la ressource, il y a l'idée de la circularité que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire la capacité que nous avons à mieux utiliser, à mieux protéger les ressources. Mieux protéger les ressources, ça veut dire en utiliser moins pour le même service, ça veut dire aussi faire durer les produits plus longtemps qu'ils ne durent aujourd'hui. Ça veut dire aussi, à un moment ou à un autre, essayer de les réutiliser. Mais d'une manière générale, cette manière de faire change complètement les habitudes de l'entreprise. Et donc, quand je regarde la révolution positive qui est à l'intérieur de l'entreprise, je me dis que non seulement il va falloir changer nos méthodes de travail, mais il va aussi falloir donner des valeurs différentes à l'entreprise. Bien entendu, une entreprise, elle est faite pour faire des profits, mais elle n'est pas faite que pour ça. Et dans la révolution positive, celle des ressources de demain, il sera extrêmement important d'essayer de partager le savoir, partager la technologie, aussi partager, je dirais, la partie environnementale, c'est-à-dire aider d'autres entreprises à améliorer leur empreinte environnementale. Il y aura aussi un aspect forcément sociétal, c'est-à-dire comment associer l'ensemble des habitants d'un pays, de la planète, aux évolutions. Je pense que c'est ça la révolution positive auquel une entreprise comme Suez doit évidemment s'appliquer. Alors j'ajoute que si on doit accélérer la révolution dans laquelle nous sommes, l'un des axes, il y a deux axes à mon avis qui sont essentiels. Le premier, c'est le partage. Je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut tout faire tout seul. Et donc, que ce soit en termes de relations entre les grandes entreprises et les petites entreprises, que ce soit même les relations entre les grandes entreprises elles-mêmes, personne dans l'économie circulaire de demain ne pourra manager la totalité du cycle de la matière, des produits, des services qui seront rendus à l'humanité. Et puis par ailleurs, il y a évidemment un deuxième élément qui est essentiel, c'est la technologie. Il faut des révolutions technologiques, celles qui nous permettront d'arriver rapidement, le plus rapidement possible, à cet équilibre carbone, à ce monde du carbone, je dirais, sans carbone, en tout cas d'équilibre carbone qui doit commencer à intervenir vers 2050. Merci. On voit bien que le maître mot, on commence à voir se dessiner l'idée que le partage du pourvoir, de la ressource, est peut-être la clé de la révolution positive. Je me tourne vers vous, Axel Daucher. Vous avez fondé Make.org. Vous êtes au cœur de cette révolution démocratique. Vous êtes en train de la construire. Et dites-nous comment, avec cet outil-là, vous avez l'intention de transformer la politique. Alors moi, je pense que la révolution positive ne viendra pas d'en haut. Dans révolution positive, il y a révolution. L'enjeu, la marche qui est devant nous est trop élevée à un moment donné où les forces publiques ont une faiblesse croissante. De plus, une révolution positive est une révolution qui nécessairement va construire un engagement des gens. La positivité ne résulte pas seulement de son ambition et de son objet, elle résulte aussi du fait qu'elle s'est appropriée que c'est une révolution de tous pour tous. Donc aujourd'hui, je pense que si on veut franchir cette étape, il faut qu'elle vienne de la société civile, pas dans la société civile qui fait partie du monde politique, dans la société civile comme le nid
est l'acteur principal de notre propre transformation. C'est pour ça qu'il y a un an, j'ai monté Make.org. Make.org, c'est une plateforme dont la vocation est de monter des actions concrètes en coalition avec tous les acteurs de la société civile, des entreprises, des associations et des centaines de millions de citoyens. Par exemple, nous montons en novembre une opération contre les violences faites aux femmes, ou en Italie, en France et en Angleterre. Nous allons faire collaborer 500 000 citoyens avec les salariés de Kering, de Raja, de L'Oréal, d'AXA, de façon à créer 10 actions majeures sur le sujet, qui ne seront pas des actions politiques, mais des actions de la société civile, qui en 3 ans ont pour vocation de changer la donne de ce sujet en France et de régler le problème. De même, avec Intermarché, nous allons travailler sur la réduction du gaspillage alimentaire. De même, nous avons eu l'occasion avec JP Morgan, l'Institut de l'entreprise, la SNCF, de créer et Manpower, de travailler sur la réinvention du travail. À chaque fois, des dizaines de milliers de citoyens qui contribuent, qui collaborent, qui trouvent des actions et des actions auxquelles on donne une échelle absolument monumentale. Comment accélérer cette révolution ? Comment, à travers ces idées, changer la donne? Il y a aujourd'hui un moment, un point de passage, un tipping point. D'abord au niveau des citoyens. Aujourd'hui, quand on pose la question aux gens s'ils sont prêts à s'intéresser à l'intérêt général, la réponse depuis 10 ans, c'est 50% qui disent qu'ils sont prêts à s'engager dans des actions. Ils ne le font pas, mais il y en a 50% qui le disent. En 2017, pour la première fois, c'était avant l'élection, ce chiffre est passé à 72%. Il y a un moment clé de basculement où la population commence à reconsidérer l'intérêt général, pas par vertu, selon moi, mais par peur que la société ne soit plus durablement ce qu'on a l'habitude qu'elle soit, et que le lien social est tellement challengé qu'en fait, les gens se ressoucient de la part centrale. Le tipping point, il est aussi du côté des entreprises. Les entreprises ont depuis 10 ans engagé une véritable mutation pour que leur comportement soit citoyen. Elles sont en face d'une deuxième étape de mutation beaucoup plus importante, qui est de répondre à la question à quoi elles servent dans la société. Si on enlève les emplois qu'elles créent, si on enlève leur contribution au PIB, quel est le rôle de l'entreprise dans la société? Si l'entreprise n'est pas capable de répondre à cette question, ses salariés ne seront pas capables d'y répondre eux-mêmes, et l'entreprise ne sera plus incluse dans la société durablement. Donc aujourd'hui, accélérer cette révolution positive, c'est tous prendre sa part de responsabilité. La nécessité est là, c'est l'objet de cette journée, mais ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement de fond est engagé. C'est un mouvement qui est transnational, qui va prendre des formes extrêmement diverses, mais la révolution viendra de la société civile. Merci, Michel Daucher. On voit bien que ce point de départ est également ce qui nous anime, et je voulais à présent donner la parole à Jean Todt. Je ne vous présente pas, tout le monde connaît votre rôle, et en particulier pour les passionnés d'automobile. Vous êtes le président de la Fédération internationale d'automobile et depuis 2015, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour la sécurité routière. Là aussi, vous vous êtes emparé d'un sujet d'intérêt général, qui est celui de la sécurité routière. Dites-nous comment cette grande cause est devenue une cause qui a sauvé des vies. Écoutez, déjà, c'est une cause, malheureusement, qui fait perdre beaucoup de vies. Mais puisque nous sommes en France, la France fait partie des bons élèves, puisque en 1972, Jacques Chaban-Delmas, qui à l'époque était Premier ministre, a décidé que cette série d'accidents n'était plus possible. Il y avait à l'époque 16 500 morts tous les ans, et des décisions devaient être prises. 45 ans plus tard, de 16 500 morts, on est passé à 3 300 morts, avec 3 fois plus de véhicules. Ce qui veut dire que lorsqu'il y a une volonté au plus haut niveau pour que les choses changent, elles changent. Malheureusement, 90% des accidents ont lieu dans des pays en voie de développement. Il y a tous les ans 1 300 000 morts sur les routes, il y a 50 millions de blessés. C'est la cause de mortalité numéro 1 pour les jeunes entre 14 et 29 ans. Tous les jours, il y a 3 500 morts, dont 500 enfants. Et il faut donc que les gouvernements s'engagent, et ça fait partie de ma mission en tant qu'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies. Alors évidemment, les choses sont en train de changer. La sécurité routière a été intégrée dans les objectifs du développement durable.
ce qui est absolument essentiel. On est en train de travailler avec les Nations Unies pour un fonds global en faveur de la sécurité routière. On est en train de travailler avec les constructeurs pour mettre en place un système de sécurité minimum adapté dans tous les pays, parce que malheureusement, entre une voiture qui se vend en France et une voiture qui se vend en Afrique, elle a l'air la même, mais les dispositifs de sécurité sont nettement inférieurs. Donc, c'est une magnifique opportunité de pouvoir en parler aujourd'hui et de tous ensemble s'engager pour adresser cette pandémie qui, pour l'instant, a été, en dehors de pays dont je parlais, dits pays développés, qui a été ignorée. Merci. Alors, on voit bien avec votre témoignage que les institutions publiques aujourd'hui, puisque vous intervenez dans le cadre de l'ONU, après avoir eu aussi l'intervention de l'OCDE, les Civic Tech, mais aussi Suez, on voit le rôle que vous avez joué comme moteur. Je voudrais maintenant me tourner vers deux acteurs du secteur privé. Je vais commencer par Fadi Gandour. Vous êtes un investisseur et puis vous avez aussi fondé une société qui s'appelle Runwatt Development, où vous intervenez pour aider les communautés à s'intégrer dans le domaine social. Avec votre regard d'investisseur, dites-nous ce qu'est la révolution positive, comment vous sélectionnez les projets qui sont des projets d'intérêt général et comment on peut l'accélérer. Thank you very much. So Merci beaucoup. Je ne parle que l'anglais, je vous prie de m'excuser. Je vous ramène un peu ici au Moyen-Orient, qui est une zone de difficulté, mais aussi d'opportunité. Ma vision du positionnement de la révolution commence, bien entendu, à mon sens, une très grande responsabilité du secteur privé. Le secteur privé doit se définir. Quelle est sa place dans la société? Quel est son rôle dans la société? S'agit-il uniquement de maximiser les profits ou s'agit-il de penser à son impact de façon plus générale? Et on l'a vu dans la crise financière de 2008. Le secteur privé a des effets tout à fait significatifs sur la société. Donc comment peut-on passer de cette vision négative du secteur privé et devenir une véritable force positive pour la société? Et s'imaginer que nous sommes cette force positive, que nous souhaitons être une force positive au sein de la société, au vu des immenses défis que nous avons à relever et des capacités du secteur privé. Je crois que personne en dehors du gouvernement n'a la connaissance et l'accès dont dispose le secteur privé. Je ne connais personne qui dispose d'autant de puissance et qui utilise si peu pour améliorer la société. Il y a un immense fossé entre notre pouvoir, notre puissance et notre impact sur la société. Alors comment réduire ce fossé? Au fil des années au Moyen-Orient, j'ai travaillé sur ces questions. Ce que nous savons bien faire, c'est être des entrepreneurs. Comment peut-on construire des écosystèmes qui aident la jeunesse à entreprendre, qui aident nos diplômés à créer des emplois, à être productifs au sein de la société? Donc cet élément politique qui nous fait tous peur, cette radicalisation. Si on pense à des éléments productifs plutôt à ce qu'il est possible de faire avec notre jeunesse, on a la jeunesse qui grandit, c'est une chance au contraire cette jeunesse. Donc il faut passer de toutes ces conceptions de relations publiques, de la RSE, et il faut être plus militant, il faut être plus des activistes, c'est la responsabilité entrepreneuriale des entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui prend 5 ou 6 éléments en association avec le secteur public. Premièrement, l'accès au capital, l'accès au financement. Deuxièmement, accès à la connaissance et aux compétences. Troisièmement, accès aux mentors. Et il y a des mentors dans le secteur privé pour le mentorat de tous ces jeunes. Ensuite, accès au marché. Si l'on veut faire grandir la société et si on a des impulsions régressives et protectionnistes dans les pays, ça ne va pas pouvoir se produire.
Il faut des marchés ouverts. Et il faut une liberté de circulation. Il faut également que les petites entreprises aient un meilleur accès aux talents, puisque ce sont les grosses boîtes qui s'accaparent les talents. Et il faut un environnement réglementaire pour pouvoir faire des affaires plus facilement. Comment peut-on pénétrer un marché facilement ou en sortir facilement sans être pénalisé si j'échoue? Et ça, c'est un gros problème. Là, dans mon pays, si on fait faillite, on va en prison. Donc, ça n'encourage pas à devenir entrepreneur, bien entendu. Et pour compléter et pour finir ce premier tour, le premier tour de cette table ronde, je vais donner la parole à Alexandre Mars. Vous avez fondé EPIC, dans lequel vous avez investi personnellement, qui est une fondation pour l'enfance. Dites-nous comment concrètement cette fondation agit. Merci beaucoup. Déjà, si on parle de révolution positive, il faut comprendre qu'on n'est quand même pas loin d'une vraie révolution. En 2025, 50% des jobs qui existent aujourd'hui, les emplois ne vont plus exister. Ce qui veut dire qu'en effet, il faut espérer que cette révolution positive va être menée à bien, parce que sinon, nous tous, on risque d'avoir un vrai problème. Cette révolution-là, elle ne peut pas uniquement être aujourd'hui l'idée, dirigée par la religion, l'État. Axel le disait très justement, c'est à nous. C'est à nous, société civile, de faire. Alors, pendant des années, et encore une fois, fier de mon pays, la France, des congés payés, de tout ce que ça m'a apporté, ce que nous a apporté, il faut en être fier. Le monde de demain est un monde qui ne peut pas être uniquement binaire. On ne peut pas uniquement avoir un monde qui est libéral d'un côté et social de l'autre. Ça n'existe plus. La vraie révolution positive, c'est de comprendre ça, de comprendre qu'aujourd'hui, oui, on peut avoir du succès, et certainement, il faut l'encourager, le succès. Je pense que ceux qui ont des enfants dans cette salle, je pense que vous voulez que votre enfant soit successful et du succès, pas avec un nombre de zéros dans son compte en banque. Le succès n'est plus ça aujourd'hui. La révolution aujourd'hui positive, c'est la disruption sociale. Cette disruption sociale est l'idée par qui? Par une génération qui sont une génération de milléniaux, on les connaît, les 18, 20, 25, 30 ans. Pour ceux qui ont, et c'est ton cas, qui a ces jeunes qui rentrent dans l'entreprise, c'est de plus en plus compliqué de les embaucher. C'est de plus en plus compliqué de les garder. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent plus accepter qu'un groupe comme Apple fasse 60 milliards de profits et ne paie pas ses impôts en France. Et d'ailleurs, pas qu'en France. Qui accepte ça? Est-ce qu'il y a encore des gens dans cette salle qui peuvent accepter ça? J'espère pas. Parce qu'en même temps, vous avez des millions et des millions de personnes qui souffrent. Et c'est ça la révolution positive. La révolution positive, c'est de comprendre qu'on peut faire les deux. Et aujourd'hui, de plus en plus de citoyens s'y mettent. Et tu le citais très bien, Axel, tout à l'heure. Et souvent, on dit qu'il y a trois typologies de leaders, de patrons, de dirigeants. La première, c'est les activistes du bien social. Ceux qui, même si c'est négatif sur leur PNL, sur leur bottom line, voilà, vous comprenez le terme en français, le résultat, merci, vont s'y mettre, vont le faire. De l'autre côté du spectre, c'est ceux que vous n'allez plus jamais inviter à dîner, j'espère, c'est ceux qui n'en ont rien à faire, c'est les oncles Picsou. C'est ceux qui vont demain se dire que plus, c'est pas assez, que partager, c'est pas normal. L'immense majorité d'entre nous, nous sommes des pragmatiques. Et c'est ça qui est en train de changer aujourd'hui. C'est que ces pragmatiques, on fait quoi? On change parce qu'on comprend que c'est mieux. Mieux pour qui? Mieux pour nos salariés, mieux pour nos clients et mieux pour notre famille. Et vous savez, ce qui est génial dans ce monde-là, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Alors, EPIC, nous développons des solutions. On est une non-profit, ce qui veut dire qu'on gagne absolument 0 € dans ce que nous faisons. Notre objectif unique et final, c'est que le don devienne la norme. Que faire quelque chose devienne normal. Et quand je dis ça, souvent, on entend parler les Américains qui disent « Oui, nous avons nos milliardaires. » J'habite aux États-Unis, j'aime beaucoup ce pays. Il n'empêche que ces milliardaires qui disent « Moi, je donne 50%. » Et c'est le minimum. Mais qui ici va donner 50% de son patrimoine? Nous, souvent, ce sont les gens qui viennent nous voir en disant « Qu'est-ce que je dois donner? Combien on doit donner ?» On dit une chose qui est très importante. Quel est votre seuil de douleur par rapport au don? Chacun d'entre nous a un seuil différent. Peut-être que pour toi, Jean, c'est 1%, 10%. Peut-être que pour moi, c'est 0,1%. On ne doit jamais juger ça. Ne dépassez jamais votre seuil de douleur quand vous donnez, en tant que particulier, en tant qu'entreprise. Le monde est en train de changer. Si vous voulez continuer et pas être le prochain Nokia, je parle pour les entrepreneurs et les dirigeants, ou le prochain BlackBerry, c'est ça qu'il faut comprendre. Parce que demain, vous allez avoir de plus en plus de difficultés à embaucher ces jeunes-là. Je donne juste un exemple qui est très simple à faire, que tout le monde peut faire, ce qu'on appelle l'arrondi solidaire. Qu'est-ce que c'est? Chacun d'entre nous reçoit une feuille de salaire. Okay? Sur la feuille de salaire, c'est jamais 0,0 à la fin. Le système fait que c'est toujours 23 centimes, 50 centimes. Les entreprises, de plus en plus, vont dire à leurs employés « Je vous propose de donner ce qui est après la virgule.
indolore, systématique et totalement optionnel. De plus en plus d'entreprises le font, de Richebourg, Dior et beaucoup d'autres. C'est simple et ça donne du sens. Aujourd'hui, la révolution positive, c'est trouver le sens dans toutes ces entreprises. Merci. Merci. Il nous reste hélas très peu de temps avant de nous acheminer vers notre conclusion. Je voulais vous donner l'opportunité à vous tous les 6 de réagir sur une idée et sur une problématique principale, c'est cette question du don, du partage. On a vu tout à l'heure que pour le politique, c'est le partage du pouvoir, c'est le partage des ressources, c'est le partage de l'argent, parce qu'à un moment donné, c'est aussi comme ça qu'il faut l'appeler, il faut appeler un chat, c'est aussi le partage des données, ça peut aussi concerner make.org. Et au fond, est-ce que le partage, c'est un appauvrissement ou est-ce qu'en réalité, cette révolution positive ne serait pas une façon, pas forcément d'être généreux, parce qu'on n'est pas là pour faire de la morale, mais de dire, en partageant, nous sommes plus forts, et c'est en fait un partage intéressé, car c'est une façon de renforcer et notre cohésion et l'avenir des générations futures. Si je Alexandre peux juste, désolé d'accaparer la parole, parlons juste sur le partage de Paris 2024, puisque la base de Paris 2024, je voulais juste en parler rapidement, et justement ce type de partage. On a parlé de ce terme qui est made for sharing, vous venez partager, et c'est quelque chose d'assez important. Le partage là-dessus est au cœur de cette candidature, et pour des bonnes raisons. Encore une fois, on a travaillé sur ces sujets d'inclusion sociale, d'égalité entre l'homme et la femme, et c'est la première fois qu'une candidature, peut-être que vous ne l'avez pas beaucoup vu aujourd'hui, mais c'est quelque chose qu'on va appuyer ces prochaines années, et la base, c'est sur le partage, justement, le fait que les Jeux, qui est un événement absolument extraordinaire, peut être aussi un élément de partage entre la communauté. Axel, juste faire une remarque, c'est sur le partage, sur l'engagement. Il y a 2 vertus à ça. Il y a sa vertu fonctionnelle. Quand on partage, on redistribue, on aide, on améliore sa vie propre, la vie des autres, et c'est tout ce dont on a parlé. Mais il y a un effet beaucoup plus fort qui est finalement, on donne du sens à ce qu'on fait, que ce soit une entreprise ou un particulier. Quand on commence à faire du sport, avant d'avoir les bénéfices physiques, on se sent mieux tout de suite. Donc je pense que c'est une bonne thérapie, et par rapport à la journée d'aujourd'hui, je pense qu'on est en thérapie de groupe, et je pense que ça va nous faire du bien. Merci beaucoup. Pour conclure, à moins que d'autres interventions, pour conclure, je voulais rebondir sur ce que Jacques Attali disait ce matin sur la question de l'indignation. Cette révolution est nécessaire parce que, on l'a dit, l'urgence écologique, économique, sociale nous pousse à agir, nous pousse tous à agir, chacun à notre mesure, mais une note d'espoir pour dire que je crois profondément que la révolution démocratique doit avoir lieu, d'abord en France. Je ne me résoudrai jamais à ce que le Front National soit présent au second tour de l'élection présidentielle à nouveau. Et donc tout ça nous appartient. Et tout ça nous appartient, et d'abord en restaurant la confiance dans l'action civique, civile, politique. Cette confiance, nous pouvons tous l'avoir puisqu'on voit bien que ça marche. Et les 6 exemples que nous avons autour de nous montrent que quand on veut vraiment, on peut agir, donner du sens et être efficace pour les générations futures. Je vous remercie.